Bonjour à tous. Alors merci à vous tous d'être venus pour cette nouvelle conférence débat organisée en partenariat avec la revue Recherche internationale que nous avons présentée là et à laquelle vous pouvez vous abonner ou acheter des numéros ici, notamment le dernier numéro. Et c'est une soirée débat aussi en partenariat avec l'IPP, l'Institut pour la paix, dont le président fondateur Thomas Hippler est présent. Donc ce numéro de Recherche internationale, c'est le numéro 125, c'est le paru récemment, le tout dernier paru, consacré à penser la paix comme objet d'étude. Donc ça nous a paru intéressant et vraiment opportun de faire cette soirée débat sur la question de la paix, en écho à la situation actuelle du monde aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine depuis plus d'un an qui a fait des milliers de morts, l'escalade militaire très grave en ce moment, et les dépenses militaires des grandes puissances qui augmentent de manière exponentielle, mais aussi les différents conflits violents en Afrique, dans le monde, de l'Éthiopie au Soudan, et le conflit israélo-palestinien. Donc ce soir, les différents intervenants, dont plusieurs ont contribué à ce numéro de la revue Recherche internationale, vont vous présenter leurs réflexions sur la question de la paix, penser la paix, la non-violence, quelque chose de fondamental aujourd'hui, et aussi vont analyser les différentes situations actuelles auxquelles le monde est confronté. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Hippler, donc professeur d'histoire à l'université de Caen, qui est directeur de l'Institut pour la paix, qui va parler de l'émergence des études de paix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la difficulté aussi de ces études de paix à se développer, à avoir un grand développement en France. Raphaël Portella, qui est politiste, maître de conférence à l'Université de Bourgogne. François Marchand, qui est ingénieur des mines, membre fondateur et ancien président de l'Institut de recherche sur la résolution non violente des conflits, l'INRC. Et Maïeul Kaufmann, chercheur et universitaire et directeur actuel de l'Institut IRNC, donc l'Institut de recherche sur la résolution non violente des conflits. Donc, je passe la parole à Thomas Hippler pour son intervention. Merci. Donc, merci beaucoup, Chloé. Bonjour tout le monde. Donc, merci surtout donc, pour cette invitation de parler ici, de pouvoir dire quelques mots à propos de l'Institut pour la paix et également donc, de ce champ de savoir et d'études qui sont donc les études de paix. Donc c'est effectivement donc un grand plaisir ici de parler non seulement pour être là, mais aussi parce que c'est la première occasion donc de co-organiser cette séance après une première séance qui n'a pas eu lieu suite au mouvement social. Donc également donc en lien avec des amis, des camarades des associations non violentes, en particulier donc l'Institut de recherche sur la résolution non violente des conflits. Voilà, donc du coup la séance d'aujourd'hui donc est dédiée à la thématique étudier la paix et penser la non-violence. Moi, je vais plutôt centrer mon intervention sur le premier aspect, donc étudier la paix, en sachant qu'il y a des gens beaucoup plus compétents sur la non-violence qui prendront la parole après moi. Mais évidemment, la paix et la non-violence sont intimement liées. Bien. Donc permettez-moi donc de dire quelques mots sur l'Institut pour la paix, que j'ai donc l'honneur de présider. On dit aussi IPP, si jamais ça m'échappe. Donc IPP, c'est l'Institut pour la paix. Donc c'est une initiative tout d'abord d'universitaires qui est née il y a 2 ans. Nous avons d'abord existé en tant que groupe projet à l'intérieur d'une autre association, à savoir l'association pour les études sur la guerre et la stratégie, ce qui n'est pas complètement sans intérêt. J'y reviendrai peut-être dans un instant. Avant donc de nous constituer en tant qu'association indépendante depuis 1 an. Donc c'est tout récent, notre existence.
Donc, cette association d'abord avec l'autre association sur les études sur la guerre et la stratégie est effectivement significatif à plusieurs égards, parce que, donc évidemment aussi on s'intéresse à la paix, à la résolution ou à la transformation des conflits. On s'intéresse tout naturellement tout d'abord aux conflits, donc à des différentes logiques conflictuelles, donc aussi à la guerre, aux violences, à la stratégie, même aux forces armées, etc. Et donc, pour donc un certain nombre d'entre nous, et c'est donc cet Institut pour la paix est né de cet esprit, évidemment, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. On ne peut pas s'intéresser à la résolution des conflits sans s'intéresser aux conflits. Et donc, du coup, c'est effectivement un peu l'état général de cette entreprise de s'intéresser aux deux. Donc, à la fois aux conflits et aussi aux moyens de le résoudre. Voilà, donc tout cela, ça semble relativement logique, et pourtant, ça ne l'est pas complètement, en particulier dans un contexte, disons, des savoirs en France, qui est donc le nôtre. Donc, du coup, tout cela a effectivement amené, et amène assez souvent à des prises de position qui peuvent être différentes entre donc, celles et ceux qui s'intéressent aux conflits, aux guerres, aux violences, et les autres, dont l'Institut pour la paix, qui prennent le parti de vouloir tenir effectivement ces deux aspects ensemble. Ce qui, effectivement, encore une fois, implique de s'intéresser également aux dynamiques conflictuelles, à la fois en termes d'escalade et de désescalade, aux processus communicationnels qui ont lieu à l'intérieur du conflit, et donc également aux négociations à la fois formelles et informelles qui ont lieu normalement. Et plus largement, évidemment, à l'horizon après le conflit. Donc, ce qu'on peut nommer un retour à la paix. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, dans le monde anglo-saxon, par exemple, dans lesquels ce genre d'études s'est beaucoup plus développé, on parle effectivement de Peace and Conflict Studies, donc d'études de paix et de conflit, justement pour indiquer qu'il faut tenir les deux ensemble. Bon, donc tout ça là est relativement évident. La raison pour laquelle cela pose néanmoins problème parfois tient à une distinction bien établie au sein des études de paix que l'on doit dans sa formulation canonique au Norvégien Johan Galtung qui l'a formulée dans les années 60 entre une paix positive et une paix négative. Vous connaissez certainement cette distinction, la paix négative étant tout simplement l'absence de conflit ouvert, de violence physique, tandis que la paix positive a une visée beaucoup plus large et implique ce que Galtung lui-même nomme l'absence de violence structurelle, c'est-à-dire de facteurs de domination ou à l'intérieur de la société. Donc, du coup, celles et ceux qui s'intéressent aux études de paix ont naturellement tendance à élargir cette notion de paix au-delà de la simple absence donc, de guerre et de violence ouverte. Pour le dire encore autrement, ces approches s'intéressent donc au processus qui mène à la fois à la violence politique, et tout cela en favorisant idéalement l'expression et la négociation politique de contradictions sociales. Et idéalement, encore une fois, à l'amélioration et la préservation d'équilibres sociaux qui assurent justice et stabilité sociale, et cela à toutes les échelles. Pour le dire encore autrement, la paix dont il est question ici n'est pas la paix des cimetières dont parle Kant, mais implique bel et bien une expression des conflits. Là encore, cela peut sembler évident,
Pour ne prendre que cet exemple, les opérations Serval puis Barkhane de l'armée française dans le Sahel, par exemple. Et je sais qu'une séance, du coup, j'ai peur de regarder ma voisine, vous me pardonnerez. Une séance de ce séminaire de l'année dernière a été consacrée à cela, donc je ne vais pas m'attarder pendant bien longtemps sur cela, mais il est assez évident pour tout le monde que la seule force militaire est bien incapable de résoudre ce conflit. Et par ailleurs, résoudre n'est peut-être pas le mot le plus approprié, et il s'agit peut-être pas non plus nécessairement d'un conflit, mais plutôt d'une pluralité. À différentes échelles, allant du très local, accès à l'eau, aux infrastructures, etc., jusqu'au planétaire. Donc il suffit de penser au changement climatique qui affecte particulièrement ces régions, en passant par donc toutes les échelles intermédiaires. Bon, vous voyez où je veux en venir, puisque approcher, et je prendrai que cet exemple, dans ce cas, dans une optique multidimensionnelle, interdit effectivement assez catégoriquement de traiter ce cas comme un problème uniquement militaire ou stratégique. Et aussi, cela rend assez difficilement concevable de vouloir résoudre complètement ce conflit. Et c'est la raison pour laquelle nous penchons plutôt pour une approche en termes de transformation des conflits, plutôt que de résolution, ce qui est une approche qui part de l'idée qu'il y a de toute façon du conflit, ce qui n'est pas par ailleurs une mauvaise chose en soi, mais que ces conflits peuvent effectivement se manifester de manière très différente, dont certains sont beaucoup plus violentes et destructrices, et d'autres, au contraire, potentiellement productives. Donc les études de paix, et donc également, c'est ce que nous essayons de faire à l'Institut pour la paix, essayent donc de prendre au sérieux ces dimensions. Mais une question qui se pose probablement tout de suite, la France est une grande puissance, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, détentrice de l'arme nucléaire, et pourtant, la situation en France, en matière d'études de paix, est assez étonnante si on la compare à celle dans d'autres pays comparables, en Europe, aux États-Unis. Pour ne prendre que ces exemples, parce que les études de paix sont également bien développées dans d'autres régions du monde, au Japon, en Inde, et j'en passe. Donc, il y a des grands instituts de recherche sur la paix, à Oslo, à Stockholm, plusieurs centres à Genève. L'Allemagne seule compte quatre grands instituts de recherche, avec une centaine de collaborateurs chacune. En Grande-Bretagne, il y a des dizaines d'instituts de recherche universitaires et des programmes de master. Et bien en France, on n'a pas grand-chose. On a donc quelques petites associations comme l'Institut pour la paix, avec une collaboratrice et demie. Et ensuite beaucoup de temps donné par des bénévoles. En tout cas, rien à voir en termes de masse et également en termes de financement public pour ce genre de questions. Ce qui est effectivement une particularité française qui détonne beaucoup avec la situation dans d'autres pays comparables. Cela traduit, à mon sens, quelque chose d'assez important, à la fois dans la culture savante, la culture universitaire, à savoir un manque de connaissance d'un champ de savoir qui s'est développé dans d'autres pays depuis les années 50, donc qui a quand même pu produire un certain nombre de choses. Et d'autre part, également, certainement, une particularité, pour le formuler comme ça, dans la culture politique française, qui très visiblement accorde beaucoup moins d'importance à ce genre de questions dans le débat public, mais également en ce qui concerne la prise de décision politique.
Bon, donc pour finir et pour ne pas abuser du temps qui m'est accordé, je crois que je suis déjà à 15 minutes, je vais essayer non pas de répondre à la question bien trop grande qui m'est posée aujourd'hui, à savoir comment étudier la paix, mais au moins de lancer un certain nombre de pistes. Donc la première réponse assez évidente par rapport à ce que je viens de dire est certainement étudier la paix, ça se fait essentiellement, et c'est un premier pas important, en étudiant les conflits, évidemment. Mais en les étudiant depuis le point de vue de leur transformation, idéalement non violente. En d'autres mots, étudier la paix n'est pas fondamentalement différent que d'étudier les guerres et les conflits. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas étudier la paix sans étudier les conflits à toutes les échelles. Mais cela implique, pour ainsi dire, un changement de focale par rapport à ce que font les études de guerre et de stratégie. Plus particulièrement, il me semble que cela signifie, d'une part, de questionner les conflits à partir de leur fin dans les deux sens du mot. Et cette fin, d'une certaine manière, c'est toujours et nécessairement la paix. Donc la question, évidemment, à partir de là, c'est de savoir de quelle paix nous parlons. Et là, effectivement, la question devient très sensible. Donc il s'agit donc également de questionner cette paix, et également de la questionner, le cas échéant, de manière critique. Cela signifie aussi que le simple fait de parler de paix, y compris en temps de guerre, d'une certaine manière, c'est toujours en temps de guerre, mais nous le sommes peut-être plus qu'habituellement, puisque la guerre est plus proche en ce moment. Et de ce point de vue, il est effectivement, ou peut sembler paradoxal, qu'on a beaucoup parlé de paix, en particulier dans les années 90, donc après la chute du mur. Et aujourd'hui, particulièrement depuis effectivement le début de la guerre en Ukraine, la situation est un peu différente, puisque parler de paix peut parfois heurter les gens et être perçu comme un problème en soi. Comme si parler de paix équivaudrait à renoncer à quelque chose. Donc la question qui se pose, à mon sens, à partir de là, est de nous se poser la question, qu'est-ce que cela signifie effectivement et qu'est-ce que ça nous dit de notre situation actuelle? Je laisse la question comme ça pour la discussion. Deuxièmement, donc ça m'amène directement à mon deuxième point, étudier les conflits du point de vue de la paix signifie aussi nécessairement de questionner nos propres schèmes de valeurs. Par exemple, et ça c'est la question la plus évidente, en mettant au centre de notre réflexion la question pourquoi, de fait, socialement, nous valorisons plus certaines vies que certaines d'autres. Pourquoi tous les morts ne se valent pas. Judith Butler a écrit des pages très éclairantes sur ce thème, mais elle est loin d'être la seule. Plus généralement, cela implique également, me semble-t-il, de résister à toute tentation de vouloir déshumaniser un autre, y compris un ennemi. Et cela implique également, et c'est une chose qui est assez importante, expliciter nos propres schèmes de valeurs. Et donc les fondements normatifs de nos propres pratiques, y compris de nos propres pratiques scientifiques, ce qui implique entre autres de problématiser le point de vue depuis lequel nous parlons et depuis lequel nous menons nos recherches. Troisième point que je mentionnerai, et ça c'est quelque chose que surtout les études féministes des conflits nous ont enseigné depuis plusieurs décennies désormais, et ça c'est la nécessité d'aborder les conflits à partir du point de vue des victimes de ces conflits. En tout cas aussi à partir de ce point de vue, et d'intégrer ce point de vue dans les récits que nous en faisons. Cela peut sembler évident aussi, mais il suffit d'ouvrir un journal pour se rendre compte que c'est loin d'être toujours le cas.
Et je terminerai avec un quatrième point qui ouvrirait, je l'espère, via les interventions de mes collègues ici. Ça serait prendre au sérieux l'hypothèse de la non-violence. En tout cas, de la non-violence qui peut prendre plusieurs formes, de la résistance non-violente, du conflit non-violent. On reviendra peut-être sur les distinctions subtiles entre ces différentes approches. Puisque nous savons pertinemment que l'option militaire est souvent d'une inefficacité déconcertante, et ce n'est pas uniquement des gens de la société civile qui le disent. Il y a 20 ans déjà, le général britannique Rupert Smith a écrit un livre très intéressant intitulé « L'utilité de la force », dans lequel, effectivement, il défend la thèse que l'utilité de la force militaire pour achever des objectifs politiques diminue de manière spectaculaire. Donc, du coup, je vais terminer donc, sur ce quatrième point, donc de prendre au sérieux l'option ou l'hypothèse de la non-violence, y compris en situation de conflit. Et je passe donc la parole à la personne suivante. Merci.